Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Alors aujourd'hui, c'est de Bryce Walton et ça s'appelle Bout d'essai. J'arrive ce matin-là au bungalow qui me sert de bureau, dans la verdure artificielle de Beverly Hills, que jamais n'arrose une goutte de pluie. Wade m'attend déjà, assis sur une marche en plein soleil. Tant de patience me fait un peu frémir. Oui, je parle du célèbre Wade Manson. Et de le voir là, attendant devant ma porte comme un pauvre miséreux, me flanque un coup à l'estomac. Allez donc savoir de quoi est capable un acteur ayant la plus haute opinion de lui-même qui découvre que plus personne ne souhaite l'engager. Il n'est pas rasé et ses longs cheveux blonds sont sales et emmêlés. L'expression de son visage anguleux aux traits irréguliers me donne un peu la chair de poule. Il faut pourtant que je lui avoue qu'en ce qui me concerne, je ne peux plus rien pour lui. Eh bien, vous voilà debout de bien bonne heure, Wade. Il est à peine 10h30. Trêve de politesse, voulez-vous, Max? Me répond Wade d'un ton sec, en se remettant debout avec peine, comme s'il portait sur ses épaules le poids de la terre entière. Je n'en peux plus, et j'ai besoin d'un verre de whisky. Je me suis tapé presque tout le trajet à pied. Heureusement que vers la fin, une espèce d'illuminé a fini par me prendre dans sa voiture. Mais j'ai eu du mal à en descendre. Il ne voulait plus me lâcher. Il a fallu que je lui jure de réciter mes prières 3 fois par jour. Je m'étonne. Et votre vélo, alors? Je l'ai mis au clou, me répond-il, tandis qu'après avoir ouvert la porte, je m'efface pour le laisser entrer. Il doit être tellement fauché qu'il ne peut même plus s'offrir un ticket d'autobus. Je le fais asseoir et je lui verse un verre de whisky, puis je fais mine de m'affairer de ci de là pour gagner du temps. Je relève les stores, je branche la climatisation. Pas la peine de tant vous en faire, Max, finit par me dire Wade. Je vais vous aider. Vous n'avez aucun rôle pour moi, hein? Vous ne m'avez convoqué que pour me dire adieu, c'est bien ça? Je suis bien obligé de l'admettre. Il m'a un peu facilité les choses, mais pas beaucoup. J'aime vraiment ce garçon. Je ne l'aurais jamais accepté pour client si je n'avais été persuadé qu'il y a vraiment quelque chose en lui. Je l'ai découvert en le voyant jouer du Shakespeare au Théâtre de Verdure de New York avec une troupe d'amateurs. Je lui ai trouvé à ce moment-là énormément de talent. Je le lui ai dit et je le lui répète encore. Mais je n'arrive pas à vous vendre, Wade. Malheureusement, personne ne veut de vous. Il est brusquement tout pâle. Il baisse les yeux et il hoche la tête. Alors, j'insiste. Je vous en prie, Wade. Retournez à New York. Ici, vous perdez votre temps et vous gâchez votre talent. La situation a changé. Les choses ont évolué. Que ce soit pour la télévision commerciale ou pour la plupart des films, on demande surtout des acteurs ayant un physique ordinaire auquel les gens puissent s'identifier. Vous êtes trop original, ouais, trop spécial, trop exceptionnel. C'est la vérité. Ce n'est pas votre talent qui est en cause. Ici, même sans talent, un type avec un physique ordinaire peut arriver à percer. Mais vous avez un type trop particulier. J'arrive pas à vous placer, et ce, en dépit de votre talent. La façon dont il me regarde subitement me donne le frisson. Il a l'expression exaltée d'un illuminé. À New York non plus, Max. Je n'ai rien à espérer. Il se passe la main sur sa joue mal rasée. Si je dois réussir, c'est ici. Je fais tout ce que j'ai pu, dis-je. Je sais, Max. Mais pour moi, il n'est pas question de partir.
C'est ici que je vais devenir vendable. On va me réclamer. Je vais avoir ma publicité. Le monde va enfin me connaître. Je vais m'offrir une de ces grosses villas avec piscine, là-haut, dans les collines. Et j'y recevrai tous ceux qui pourront m'être utiles. Je vais gagner du fric, Max. Des monceaux de fric. Des tas de billets, hauts comme ça. Assez pour payer mon loyer avec au moins 1 an d'avance. Assez pour payer ma publicité. Mes photos. Les articles en bonne place. Je me donne 1 an pour réussir. Laissez donc les rêves aux enfants, Wade. Mais il ne s'agit pas de rêve, proteste Wade d'une voix qui tremble d'excitation. Je vais avoir tout ça cet après-midi même, tout. Je ne peux pas me mettre à faire du doublage ou de la figuration, ni de la plonge. Je veux arriver coûte que coûte. Tout ce qu'il me faut, c'est une petite fortune. Mais je sais comment l'avoir. Vous pensez aux courses, aux jeux, à Las Vegas? Non, Max, me déclare-t-il en se levant d'un ton solennel, effrayant de sincérité. Je vais tout simplement piller une banque. Alors je me mets à rire. Oui, je ris. Mais bientôt, mon rire s'arrête net. Je n'ai pas beaucoup le goût du sérieux. Tout ce qui est sérieux m'ennuie. Cependant, je me sens brusquement paralysé. Wade n'a pas l'air de plaisanter. Je veux tout de même m'en assurer. Allons, Wade, vous me faites marcher. Mais voici qu'il tire soudain de sa poche un méchant revolver d'un noir étincelant. Il appuie sur la gâchette, le coup part, dégageant de la fumée. Alors, il me montre l'intérieur de son arme. En réalité, c'est un accessoire de cinéma que lui a donné un ami qui tourne des westerns. Pas mal, hein? Ne vous inquiétez pas, ça prendra. Les gardiens de banque en utilisent des vrais, eux, dis-je en essayant de rire. Allez, assez plaisanté. Je lui sers un second whisky avant d'ajouter « Reposez-vous un peu, et puis tout à l'heure, je vous reconduirai où vous voudrez. » Il me répond en hochant la tête « Comment faire autrement pour me procurer l'argent nécessaire sans compromettre ma position d'acteur professionnel ? C'est le seul moyen, Max. Tout est prêt. J'ai choisi l'endroit. Je sais exactement comment m'y prendre. Ça va aller tout seul. J'ai répété la scène plusieurs fois et je suis très à l'aise dans mon rôle. Il est fait pour moi. L'employé me prendra fatalement au sérieux. Je discute tout en essayant de l'enivrer, mais il refuse de boire. En même temps, je m'efforce de me convaincre qu'il n'irait pas faire une chose aussi stupide. Mais s'il le faisait vraiment, on ne sait jamais avec les acteurs. Et avec Wade Manson, il faut s'attendre à tout. Vous ne me souhaitez pas bonne chance, Max? Me demande-t-il au moment où il s'apprête à sortir. Je me contente de soupirer, puis j'ajoute en dernier ressort. Oh, trahison! La fièvre de l'or vous a ravi votre âme. La belle dame sans merci dont les billets ont ensorcelé les plus grands talents de l'Est vous a totalement séduit. Vous avez succombé à cette terre conquise par les armes, cette terre d'ignorance et d'infamie. Ma petite tirade ne fait aucun effet. J'aurais bien voulu donner un tour plus plaisant à la conversation, mais inutile d'insister. Wade est des plus sérieux. Voyant cela, je glisse quelques billets dans la poche de sa veste tout en bredouillant. « Puisque vous refusez que je vous reconduise, prenez au moins cet argent. Vous allez en avoir besoin pour rentrer chez vous. » En tout cas, je vous garantis que vous toucherez 17% de la somme, Max, me dit-il d'un air doux. En tant que mon impresario, vous toucherez toujours 17% de mes gains. Vous vous êtes dépensé pour moi pendant 2 ans et, pour l'instant, tout ce que vous avez récolté, c'est une augmentation de vos frais de téléphone. C'est normal, Wade, c'est normal. Vous savez bien que ce sont les risques du métier. Allez, ne faites pas l'enfant. Mais déjà la porte claque. Wade est sorti sous le soleil éclatant de la Californie et s'est évanoui comme un mirage. Plutôt que de décrocher mon téléphone pour avertir au moins la police de ses intentions, je me sers un nouveau whisky. En fait, je ne veux pas encore admettre que Wade va réellement essayer de dévaliser une banque. Pourtant, je le sais, fou de désespoir.
Mais que dire aux flics? Hein? J'ai un ami qui pourrait bien tenter de commettre un acte désespéré, tâcher de l'en empêcher. En admettant que les flics aient du temps à consacrer aux pauvres malheureux dans son genre, serait-il jamais assez nombreux pour arriver à le retrouver? Et puis, je n'ai pas pour habitude de répéter les secrets qu'on me confie, sans compter que la plupart de mes amis sont plus ou moins cinglés. De toute manière, quelles que soient les intentions de Wade, elles ne regardent que lui, même s'il s'agit d'un mauvais coup. Voilà ce que je me répète. Max semble avoir de bonnes raisons de s'inquiéter pour Wade. La suite de cette histoire d'ici quelques instants. Wade Manson a quitté ma maison vers 11 h du matin. Je suis à l'agonie pendant le reste de la journée. Comme je n'arrive pas à me concentrer sur mon commerce de chair humaine, je ferme boutique et me rends dans un petit bar des environs, frais et bien tenu. Je m'installe dans un coin et me mets en devoir de m'imbiber goutte à goutte d'alcool, juste assez pour émousser ma peine et faire taire la voix de ma conscience, mais pas suffisamment pour m'enivrer. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour Manson. C'est un être authentique dans un monde où tout se trouve préfabriqué. Même son coup de folie est vrai. Ce n'est pas une attitude prise pour se rendre intéressant. J'éprouve de la tristesse et de l'amertume à la pensée que Wade va se trahir. Il est toujours réconfortant de savoir qu'il existe des êtres capables de rester fidèles à ce qu'ils sont. Pourtant, c'est vrai, on ne peut s'empêcher de ressentir une répugnante petite réaction de plaisir en les voyant déchoir eux aussi. Je crois que c'est cela surtout qui me rend triste et me donne du remords. Car voyez-vous, je sais que Wade est parfaitement capable d'aller dévaliser une banque. Mon remords grandit. Ai-je vraiment fait le maximum pour lui? Ne suis-je pas fautif? Si seulement j'avais travaillé plus dur, si j'avais persévéré, il n'en serait peut-être pas là. J'aurais pu faire plus d'efforts pour le retenir. J'ai de nouveau le sentiment pénible que j'ai, au fond, désiré le voir se trahir, même s'il risque d'en perdre la vie. Peut-être aurais-je été soulagé de le voir disparaître à tout jamais de cet ignoble milieu dans lequel je vis. Avoir sous la main un talent réel et ne pouvoir l'exploiter rend la vie déprimante, surtout quand on pense à tous ces incapables, à la réputation surfaite qu'on peut lancer et qui font à ses illusions pour gagner des tas d'argent. Tenez, comme cette fille, une cliente à moi qui s'est fait $1 million l'an passé alors qu'elle n'a jamais tourné un film. Elle a réussi à donner l'illusion qu'elle était une vedette et on l'a payée cher pour qu'elle pose en fumant une cigarette ou en mettant du rouge à lèvres. J'essaie vainement de m'intéresser à un match de je ne sais quoi qui se déroule sur l'écran de télévision au-dessus du bar. Mais j'attrape vite mal à la tête. Voyant le soleil baisser, je décide que ma journée est terminée, que le mieux est de rentrer chez moi prendre un bain. Au moment où je baisse les stores de mon bungalow, le téléphone se met à sonner. Je décroche. Une voix à l'accent impérieux, froide et hautaine me demande « Max Eastern, l'impresario ?»« Oui, je suis Alfredo Macchino. » J'en reste figé d'émotion. Alfredo Macchino, le grand, le plus grand des directeurs et producteurs indépendants du monde entier, qui me téléphone à moi. L'homme dont chacun des films, bons ou mauvais, fait systématiquement un succès triomphant. Allô, monsieur Eastern? Oui, je vous écoute, monsieur Macchino. Je vous donne mon adresse. J'habite pas très loin de chez vous. Venez me rejoindre tout de suite. J'ai une affaire à vous proposer. Aussitôt, il raccroche.
Je ne perds pas de temps à me demander quelle peut bien être cette affaire. Discutons les ordres d'un Machino. Machino habite une de ces immenses demeures de style colonial. Il me faut passer par un dédale de pièces gardées chacune par un bataillon de secrétaires avant d'être enfin introduit dans une salle de projection privée. Machino est assis, tout seul, un verre de bière à ses côtés, devant un immense écran blanc. Il porte une robe de chambre en tergale crème et sa tête ressemble à une grosse olive brune avec des yeux. « Asseyez-vous, Eastern, vite, assis !» m'ordonne-t-il. Je m'installe dans un fauteuil face à l'écran. Je vais vous montrer une copie agrandie réalisée dans mes studios d'un extrait télévisé qui s'est passé au bulletin d'information de 4 heures cet après-midi. Il lève la main en direction de la cabine de projection. Aussitôt, les lumières s'éteignent et les actualités défilent sur l'écran. Après la publicité qui me rentre par une oreille pour me ressortir par l'autre, je vois avec pitié apparaître un pauvre commentateur qui doit mourir de chaleur avec sa veste et sa cravate. Mais je prête soudain attention à ses paroles. Mesdames et messieurs, vous allez assister en direct au hold-up commis cet après-midi à la Trust Bank. Après un blanc, l'image revient sans commentaire. Les gens dans la banque apparaissent d'abord en petit, puis l'image se rapproche jusqu'à ce que les détails du premier plan deviennent clairement visibles. L'intérieur de la banque est d'une propreté éclatante et son austérité la rend plus réelle qu'un décor de cinéma. Une voix s'élève dont l'intensité dramatique va crescendo. Ceci se passe pour de bon, chers téléspectateurs. Regardez l'homme devant le guichet du caissier à droite sur votre écran. L'homme en veston léger et en pantalon noir. Il n'y a qu'un autre client en vue, une femme. Derrière les autres guichets, vous apercevez les employés et les comptables au travail. L'œil secret de la caméra veille et enregistre la scène silencieusement. L'homme en veston léger est le voleur. Il vient juste de tendre un papier à l'employé du guichet, portant ces mots « Mettez tout l'argent dans le sac où je tire sur vous et sur quelques autres au hasard. Je suis désespéré, je n'ai rien à perdre. » L'employé lit la note et commence à remplir le sac comme on le lui ordonne. À présent, regardez cet autre employé, 3 guichets plus loin, sur la gauche. Il a compris ce qui arrivait et il appuie du pied sur la sonnette d'alarme. Mais les gardiens de la banque ne bougent pas. Ils se contenteront de suivre le voleur, identifié grâce aux caméras, et l'arrêteront plus loin, loin d'innocents qui pourraient être blessés. Tenez, regardez-le maintenant, il vient d'entrer dans le champ. Le garçon, effectivement, vient de se retourner, ignorant qu'il court droit sur la caméra. On le voit passer d'un guichet à l'autre, tour à tour, torturé, indécis, amer, terrifié, cynique. Les techniciens ont fait un travail remarquable en montant le film avec 2 ou 3 gros plans extrêmement révélateurs. Sur un appel de Machino, les lumières se rallument. Rayonnant, il vide son verre de bière d'un trait et s'éponge le front. « Beau travail que celui de ces caméras !» s'exclame-t-il. « Vous avez vu ça? Le hold-up retransmis en direct dans le pays entier. Le pauvre gars n'a pas eu chance de s'en tirer. Il y aura toujours quelqu'un pour le reconnaître et le dénoncer. Vous avez vu tous ces gros plans sur le visage? Quel spectacle après notre montage! Comment distinguer la réalité de la fiction? Dites-moi, Max, ce voleur est un client à vous? Wade quelque chose? » Wade Manson? Mais comment le savez-vous? Je suis tous les bulletins d'information à la télé, à l'affût des talents. Après avoir vu celui-ci, j'ai demandé à mes amis flics s'ils connaissaient son identité. L'homme a été reconnu, c'est l'employé de la caisse de chômage qui l'a identifié. Elle paraissait se souvenir très bien de lui. Il pointait sans doute régulièrement. Enfin, après quelques recherches, j'ai découvert que c'était vous, son impresario, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Beau travail. Magnifique, oui, vous voulez dire. Vous savez que c'est comme ça que j'ai découvert tous mes grands acteurs. La plupart d'entre eux n'avaient jamais joué avant. Je les prends au naturel. S'il m'arrive de contacter des professionnels, je leur demande d'oublier tout ce qu'ils ont pu apprendre de leur métier et de recommencer à zéro.
Mais celui-là, ce Manson, quelle nature! Je l'ai repéré tout de suite. Je n'ai jamais vu pareil physique de tragédie. Une telle intensité d'émotion véritable. C'est lui que je cherche pour mon prochain film, Deuil sur la lagune. Nous signons tout de suite, immédiatement. Dites votre prix, dépêchez-vous. Malheureusement, Monsieur Machino, c'est un criminel à présent. Trop tard. S'il n'est pas encore arrêté, il va l'être d'un moment à l'autre. Oubliez ça! Tonne Machino, en envoyant son verre vide se fracasser contre le mur. Tout est, comment dire, arrangé, complètement arrangé. Il part sans rien prendre et personne n'est blessé. On ne dépose pas de plainte. La banque, elle, pardonne tout. Juste une petite farce, une plaisanterie, vous comprenez? J'arrange tout. Mais comment ça? Cette banque qu'il voulait dévaliser, c'est la succursale de la grande Giannini Bank de Californie. Ils aident à financer mon film, alors vous comprenez? Machino éclate de rire. Je leur parle, ils arrangent tout. Vous comprenez? Ce garçon, il vaut $1 million, peut-être même 2 à présent. Cette fois, j'ai compris. J'ai tout compris. Et nous rédigeons le contrat. Je suis pressé maintenant de participer aux recherches et de retrouver Wade Manson. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui bout d'essai de Brice Walton.